trop sensible. Je ne sais pas quoi faire de ça. J'ai passé tout ce temps dans la tristesse, à guetter une ombre, à attendre un signe, ou à n'attendre rien. Parfois juste à m'ennuyer. J'ai envie d'en guérir, j'ai envie d'en sortir. Je suis le plus fragile, le plus sensible. Je ne sais pas quoi faire de ces sentiments. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour à toi, merci de me rejoindre dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de certains autodiagnostics qu'on retrouve de plus en plus sur Internet, dans les vidéos YouTube, sur les articles de psychologie aussi. Et peut-être tu te retrouves dans certains de ces diagnostics, comme le diagnostic d'eau potentiel, hypersensible, de zèbre, de dépendant affectif. Et tu te dis que déjà, être en deuil, c'est difficile, mais en plus que tu es quelqu'un d'hypersensible. Alors je voudrais revenir justement dans cet épisode sur ces diagnostics, qu'est-ce que ça t'apporte, c'est quoi leurs limites aussi. Pour commencer, je voudrais d'abord revenir sur l'approche et te rappeler un peu l'approche qu'utilisent les médecins et aussi les psychologues et les psychiatres pour soigner. Cette approche, elle se base sur le modèle biomédical. Le modèle biomédical, en fait, il s'articule autour de 3 étapes. La première, c'est de définir des symptômes. La deuxième, c'est d'à partir de ces symptômes, en tirer un diagnostic. Et la troisième, c'est de prescrire un traitement en fonction de ce diagnostic. Et le traitement, c'est un traitement qui est réalisé d'une façon statistique. Donc ça peut être, dans le cadre médical, ça peut être des médicaments, mais ça peut être aussi juste une démarche dans un cadre plus psychologique. Voilà, c'était important de te rappeler encore une fois ce modèle biomédical. Et pour les diagnostics et pour les pathologies, ils ont une approche par catégorie où ils vont catégoriser les pathologies, d'un côté la dépression par exemple, de l'autre les troubles alimentaires. Et je te renvoie vraiment aussi à l'épisode où je te parle de psychologie positive et d'une approche différente que celle basée sur ce modèle-là des symptômes et des diagnostics, particulièrement sur cette question des diagnostics et notamment sur les autodiagnostics qu'on voit, qu'on te propose beaucoup sur Internet aujourd'hui. Je t'inviterais vraiment à être vigilant parce qu'on entend beaucoup en ce moment je suis hypersensible, je suis zèbre, ou il y a d'autres appellations, je suis suréfficient, enfant précoce. Est-ce que tu as des capacités de douance? Est-ce que tu es au potentiel intellectuel ou au potentiel émotif? Il y a d'autres termes comme surdoué ou surefficient. Et ça évoque souvent des cas un peu atypiques dans lesquels on se retrouve un peu tous. Et en tant qu'orphelin, tu peux aussi te retrouver dans ces descriptions d'hypersensibilité, au potentiel émotif ou d'une difficulté à gérer ses émotions. On s'y retrouve un peu tous parce que c'est formulé d'une manière un peu vague avec des critères de détection du symptôme qui sont largement contestables. Et j'ai creusé un peu ce qu'il y avait derrière ces vidéos et souvent on est amené à répondre à un QCM ou à répondre à... Enfin, c'est même pas un QCM, souvent c'est des questions assez binaires sur oui, non, est-ce que tu te retrouves dans cette discussion? Et les questions qui sont posées pour diagnostiquer l'hypersensibilité, c'est de l'ordre de est-ce que tu te sens indigné par l'injustice? Est-ce que tu possèdes des fortes convictions morales? Est-ce que tu as un grand sens de l'intégrité? Est-ce que tu as le sentiment d'être en décalage avec les autres? Est-ce que tu as trop de pensées? Est-ce que tu te poses trop de questions? Est-ce que tu as un mental envahissant? Et est-ce que tu te laisses déborder par tes émotions quand des événements importants se produisent? Et on voit rapidement que dans ces questions-là,
il y a quelque chose d'un peu universel qui touche tout le monde. Donc cette question du diagnostic en disant est-ce que tu es indigné par l'injustice? Oui, du coup tu es quelqu'un d'hypersensible. Qui va répondre en fait qu'il n'a pas un grand sens de l'intégrité, qui va répondre qu'il n'est pas indigné par l'injustice. Et on retrouve ce type de diagnostic aussi qu'on pose sur des personnes de notre entourage, des personnes qu'on trouve toxiques. Par exemple, quelque chose qui revient beaucoup aussi comme diagnostic, qu'on peut vraiment questionner sur savoir s'il y a une base scientifique, c'est le pervers narcissique. Et souvent, j'ai un ex-copain qui est pervers narcissique, manipulateur. Et en fait, en général, et c'est là-dessus que je voudrais vraiment te questionner aujourd'hui et t'inviter à te poser des questions, c'est que il n'y a pas eu de diagnostic en fait. Et donc il y a généralement un article psychologique, il y a une vidéo qui parle de ça, qui comme ça fait une liste de différents critères qui ont souvent peu de caractère scientifique parce qu'il n'y a pas une mesure précise de ces symptômes. Et donc il n'y a pas eu de diagnostic médical, il y a juste eu un article, une vidéo qui parlait de ça. Et donc, du coup, je vais me mettre à croire que je suis hypersensible ou à croire que telle personne est un pervers narcissique. Sauf que c'est un autodiagnostic et donc il n'y a pas forcément un médecin qui est venu vérifier ces symptômes. Et pire encore, c'est les diagnostics qui sont posés dans ce genre d'approche, ils se basent sur aucune pathologie référencée par les médecins. Parce que les troubles psychiques, les troubles psychiatriques qui sont reconnus par l'OMS, ils sont référencés par l'association psychiatrique américaine et sont publiés dans un manuel qui est le DSM, donc DSM pour Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Et donc ce manuel-là, il est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, par l'OMS. Il est classé au niveau international dans le classement des maladies et des pathologies. Et on retrouve dans ce manuel des troubles tels que la bipolarité, tels que la dictologie, tels que l'autisme, les troubles de la personnalité, comme la schizophrénie, la paranoïa. Et les diagnostics d'hypersensibles, d'haut potentiel, de surefficients, ils ne sont pas basés sur ces fondements scientifiques-là. On ne les retrouve pas dans le DSM. Je ne suis pas en train de te dire que c'est quelque chose qui n'existe pas, qu'il n'y a pas de haut potentiel, qu'il n'y a pas de personnes aussi qui ont un coefficient intellectuel élevé, ni que les personnes hypersensibles, ça n'existe pas. Ça peut faire référence à des traits de personnalité que tu trouves en toi, à un profil qui te correspond ou à un certain état d'esprit, ou en tout cas, là, quand on reprend la liste des questions qui sont posées, c'est plus des valeurs que des critères psychologiques. Et donc je ne suis pas en train de te dire qu'il faut nier sa sensibilité ou que ce n'est pas valorisant de se dire qu'on a des belles capacités intellectuelles. Mais il n'y a pas de réalité scientifique à ça. Et ça ne correspond pas à un schéma neurobiologique qu'il y aurait derrière. C'est juste le critère sur lequel se base l'hypersensibilité, surtout ce qu'on appelle les hauts potentiels intellectuels ou émotionnels. C'est juste un critère de test de quotient intellectuel. Et donc la première chose, si tu veux vérifier si tu es au potentiel ou si tu es concerné par ça, c'est vraiment de passer un test reconnu et pas de s'appuyer sur une liste de symptômes comme ça qui correspondent plus à des valeurs qu'on donne dans un article ou dans une vidéo. Et il y a en ce moment une tendance aussi à rendre pathologique en fait le haut potentiel dans les médias, dans les livres grand public et même dans les écoles. Et dans les médias d'ailleurs, il y a une série sur TF1 qui s'appelle HPI. Et ce qu'on voit dans les recherches scientifiques, c'est qu'elles n'ont pas permis de mettre en évidence qu'il y avait davantage de troubles comme l'anxiété ou la dépression chez les personnes haut potentiel. Même sur la question de passer un test de quotient intellectuel, il y a un vrai questionnement scientifique sur le quotient intellectuel, qui reste un critère assez réducteur de la mesure de l'intelligence.
Le problème, c'est que le quotient intellectuel et le test qu'on fait passer comme quotient intellectuel, c'est pas une mesure qui est indépendante de l'instrument, c'est-à-dire qu'en fonction du test de QI que tu vas passer, tu auras peut-être différents résultats et qu'il n'est pas indépendant non plus du contexte socio-culturel et en fonction du contexte socio-culturel, tu n'auras pas le même résultat. Et ce que n'inclut pas non plus le test de quotient intellectuel, c'est l'état émotionnel et l'état psychologique et émotionnel dans lequel tu es quand tu passes le test. Et que cet état-là, il peut vraiment influer les résultats. Et enfin, le dernier critère qui est vraiment questionnable sur ce test de QI, c'est qu'un entraînement au QI, un entraînement au test de QI améliore tes résultats. Et donc, ça fausse tes résultats. Ça veut dire que plus tu vas passer de tests de QI, plus tu vas t'entraîner à passer des tests de QI, plus potentiellement tu vas augmenter ton QI. Donc, on voit qu'on est sur cette question-là, on est vraiment un peu à la limite au niveau scientifique. Et donc, il n'y a pas de consensus scientifique sur la définition et la nature de l'intelligence humaine. Et ce que ça reflète, c'est que comme il n'y a pas une définition consensuelle au niveau scientifique sur ce que c'est que l'intelligence humaine, ça reste un sujet en fait de débat et il y a de nombreuses questions encore très importantes qui n'ont pas été résolues sur ce sujet-là. Et il n'existe pas de test d'intelligence qui soit purement acculturel, c'est-à-dire qui échappe vraiment à l'influence de la culture et que la culture et le contexte culturel dans lequel tu grandis va influencer les performances qu'une personne va avoir au test. Si on reprend la question maintenant plus sur les hauts potentiels émotionnels ou ce qu'on appelle aussi les hypersensibles, il faut vraiment comprendre que c'est une notion qui a été à la base inventée par la psychanalyste Hazan, qui a été rendue publique en 2012. Et en fait, il s'agit d'une théorie personnelle. Et elle n'a pas fait l'objet de recherches scientifiques, ni d'une validation scientifique. Et la psychanalyste dont il est question a créé des catégories au sein de groupes de surdoués. Et donc, il y a un vrai questionnement sur la validité scientifique de ces diagnostics. Alors pourquoi ils existent, pourquoi ces diagnostics existent et pourquoi on y croit parce que, en fait, quelque part, le mental, il a besoin d'une réponse pour se fixer. Et le fait de se dire, peut-être je suis haut potentiel, peut-être je suis surdoué, peut-être je suis hypersensible, ça vient aider le mental à se fixer sur une réponse et à se dire, voilà, j'ai une capacité de me définir. Et ça vient, encore une fois, répondre à des questions existentielles de qui je suis, qu'est-ce que je suis. Et donc, forcément, ça apporte ça aussi. Et ce qui fait que tu peux te retrouver dans ces descriptions d'hypersensibles et de haut potentiel, c'est que bien souvent dans les articles de psychologie ou dans les vidéos sur Internet, on te donne des valeurs et pas nécessairement des symptômes. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas validé d'un point de vue scientifique. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas correspondre à une certaine réalité, mais c'est un modèle en fait. C'est un modèle, c'est une théorie, et donc il faut le prendre comme un modèle, comme une façon de penser, et pas comme un fait ou une connaissance scientifique. Et je ne suis pas en train de te dire que c'est quelque chose qui n'existe pas, et je pense qu'il faut être vigilant à faire un vrai diagnostic de ça, même si personnellement, moi, c'est quelque chose auquel que j'aime pas trop. Je te l'avais expliqué dans l'épisode sur la psychologie positive, cette approche en diagnostic, en symptômes. Mais il y a aussi derrière cette approche d'hypersensible, de surdoué, de haut potentiel, une approche que je qualifierais d'idéologique, que j'aimerais aussi questionner, parce que si on définit qu'il y a des personnes qui sont hypersensibles, est-ce qu'il y aurait des personnes qui sont moins sensibles ? Si on définit des personnes qui auraient un haut potentiel intellectuel, est-ce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont un moyen potentiel intellectuel, voire un bas potentiel intellectuel ? Et si on dit qu'il y a des surdoués, est-ce que ça veut dire qu'il y a des sous-doués ? Et c'est ça aussi, d'un point de vue idéologique, moi, qui me pose vraiment question. En tout cas, le mérite que ça a, cette approche, c'est peut-être d'abord, je pense, de reconnaître que tu as une sensibilité, que tu peux avoir une sensibilité et de t'autoriser aussi cette sensibilité.
Je pense que tu n'es pas obligé de te catégoriser et te qualifier d'hypersensible pour affirmer que c'est quelque chose qui compte pour toi, cette sensibilité, que tu peux avoir un goût artistique par exemple, que tu as des émotions et que tu as besoin aussi de reconnaître tout ça. Mais peut-être d'observer que c'est aussi quelque chose qui est commun à tout le monde, même si chacun a des niveaux d'intensité et d'intérêt différents pour ces questions-là. Mais je pense que poser un diagnostic et te mettre dans une catégorie hypersensible, surtout quand c'est basé sur vraiment des critères assez arbitraires et pas une démarche vraiment professionnelle et scientifique, ça pose vraiment question. Et pour moi, ça pose vraiment tous les dangers et les questions du diagnostic, parce qu'après, à partir du moment où tu te vois à partir de ce filtre-là de l'hypersensibilité, je pense que ça te limite. Et je pense qu'il y a quelque chose en toi, dans ce que tu es, qui ne peut pas être résumé à un mot et qu'on ne peut pas mettre dans une case. Ce qui est vraiment confortable avec ce diagnostic d'hypersensible, c'est qu'il semble répondre vraiment à la question de qui suis-je et que suis-je. Sauf que pour moi, cette réponse, elle est beaucoup trop réductrice de ton potentiel, de ce que tu es vraiment. De ce côté-là, je t'inviterais plus à chercher qui es-tu ou qu'es-tu ou comment tu te définis quand tu nais, quand tu t'incarnes, quand tu vis des expériences et que tu meurs. C'est qui ce jeu ? C'est vraiment ces questions-là en fait qui m'ont permis, qui m'ont amené à avoir une assise, une confiance et une posture plus solide, ce que j'appellerais un ancrage. Parce que pour moi, cette définition d'hypersensibilité, elle a un goût d'incomplet. Elle fait résonner effectivement des valeurs qu'on qualifierait de valeurs un peu plus féminines, de sensibilité, d'émotion, d'intuition, d'ouverture au monde, et qu'on opposerait à des valeurs entre guillemets plus masculines, d'incarnation, de force, de volonté, de détermination. Sauf que je pense qu'il n'y a pas une exclusion entre les deux. Et si juste, en fait, on ne pouvait pas coller un mot sur ce que tu es, si tu pouvais être tout ça à la fois. Tu pouvais être à la fois le sensible, tu pouvais être à la fois l'intelligence, du courage, de la force, de la confiance et de l'espoir. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose, toi, dans lequel tu t'es peut-être reconnu en tant qu'orphelin ? Parce que forcément, la question des émotions et la question de la sensibilité, elle apparaît nécessairement dans le deuil, avec tous les questionnements qui vont avec. Est-ce que ce diagnostic d'hypersensibilité, c'est quelque chose qui te parle ? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne en toi ? Et si c'est le cas, si c'est quelque chose dans lequel tu te retrouves, est-ce que tu as eu cette démarche d'aller voir un professionnel, d'aller voir quelqu'un pour vraiment poser un diagnostic, te faire un test et t'expliquer ce qu'il y avait derrière ? Ou est-ce que vraiment c'est juste plus quelque chose que tu as lu et dans lequel tu t'es retrouvé ? En tout cas, j'aimerais aussi avoir ton avis sur cette question-là dans le groupe Facebook des orphelins résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Nous verrons dans le prochain épisode comment construire un couple inspirant malgré ce deuil que tu vis.